projection de notre film. En vos titres et qualités, le colloque va pouvoir s'organiser et on va juste, si vous permettez encore peut-être 2 minutes, le temps qu'on fasse les derniers réglages, parce que je vois qu'il y a encore, mesdames et messieurs les échevins, les responsables des différentes associations, les responsables des différentes structures qui accompagnent les entrepreneurs en province de Namur et au-delà. Je vais laisser ma collègue Aline vous présenter le programme. Oui, voilà. Alors, on va peut-être recontextualiser ce séminaire. Donc, c'est l'aboutissement d'un travail de 1 an qui a été une collaboration entre un collectif d'associations. Vous voyez certains roll-up, donc par exemple le CAI, le CD, Migration Responsable et les amis de Bukavu. Voilà. Et donc, avec ce collectif d'associations, nous avons décidé de visibiliser les personnes issues de la diversité culturelle et nous avons choisi 2 axes, donc l'axe de l'entrepreneuriat et l'axe des personnels de soins. Donc, nous avons réalisé lors de cette année diverses rencontres. On en a filmé certaines lors du film que le réalisateur va vous présenter. Et donc, c'était le point de départ pour réfléchir à cette action positive de la diversité culturelle dans ces secteurs-là et à travers le prisme de l'emploi. Et c'est pour ça que cet événement trouve bien sa place dans la semaine de l'emploi. Bienvenue et je vous souhaite une belle écoute. On va commencer par la présentation du film, mais avant la présentation, on aura un petit accueil par Madame l'échevine Stéphanie Skelkin. Je tiens aussi à saluer une autre échevine qui est présente, Madame Charlotte Basler, qui est ici. Je suppose que peut-être qu'elle viendra se présenter en même temps que Madame Skelkin. Désolée d'arriver un petit peu comme ça, vite, mais j'étais en principe bénaleux, mais je me suis retrouvée avec la Saint-Nicolas des étudiants dans la ville. Ouais. Mais je vois que ma collègue Madame Basler est présente et je la salue, ainsi que vous toutes et vous tous qui êtes présents aujourd'hui pour clôturer cette 3e journée de la semaine de l'emploi. Donc on est très heureux de pouvoir vous accueillir à cette journée qui est bien nommée « Changer ensemble vers une remobilisation et une orientation socio-professionnelle ». Et vos exemples vont être pour nous aussi des témoins de cette maxime et de cette journée. Alors je suppose que les premiers orateurs vous ont dit que briller ensemble à Namur, c'est un regroupement de différents acteurs avec le CAI, et je salue Benoît qui est présente avec nous bien entendu, l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations, le CD Entrepreneuriat au cœur du développement, les Amis de Bukavu et une série d'entrepreneurs que nous allons voir dans la salle mais aussi sur écran. Alors depuis le début de l'année, vous avez travaillé, vous avez rencontré plein de gens, la ville également, mais surtout des entrepreneurs et entrepreneurs namurois et namuroises d'origine étrangère, et vous avez enquêté sur leur réalité, leurs témoignages, vous avez donné lieu à un film que nous allons pouvoir voir. C'est pour ça qu'on est déjà un petit peu dans la pénombre et dans l'ambiance de cinéma, et donc je suis certaine que ce film va nous parler à tous et qu'il y aura beaucoup d'échanges riches à l'issue de cette projection. Je profite aussi du moment pour vous remercier de proposer un autre modèle, un modèle du vivre mieux aujourd'hui et pour les générations futures. Vous nous permettez de retrouver les vertus d'une économie qui ne laisse personne au bord du chemin, qui soutient celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui entreprennent, celles et ceux qui ont envie de se reconvertir professionnellement en se basant sur leurs propres compétences et en trouvant d'autres. Le passage à cette économie de qualité nécessite d'affiner notre vision du monde de l'emploi, passer du toujours plus au toujours mieux, mieux en qualité, en durabilité, en efficacité et en proximité, notamment pour quitter la quantité vers la qualité. Tous ensemble, nous souhaitons plus de bien-être pour chacun et chacune, des meilleures conditions pour les travailleurs dans un contexte et un cadre plus reconnaissant et soutenant pour les entrepreneurs
Et c'est ainsi que nous allons ici voir celles et ceux qui osent, qui vont nous inspirer dans leur parcours pour développer nos propres envies, nos propres souhaits, parfois pour un autre emploi. Donc merci en tout cas pour cela à chacun et chacune d'encourager cette économie de la proximité. C'était, vous l'avez dit aussi certainement, c'est une économie de qualité qui laisse place aujourd'hui à la diversité, qu'il faut voir comme une opportunité pour nos entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Alors on va découvrir toutes et tous ensemble l'aboutissement du travail que vous avez réalisé depuis de nombreux mois. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, un chemin parsemé d'embûches, mais un chemin de rencontres et de découvertes et de dialogues. En tout cas, c'est l'objectif de cette fin de journée que je vous souhaite aux uns et aux autres très productifs dans les échanges que vous pourrez avoir cette mise en avant de la diversité. On sait ô combien elle est importante, combien elle est présente à Namur et ô combien on doit être fier de cette diversité. Et donc, merci à celles et ceux qui ont travaillé, celles et ceux qui osent et qui entreprennent ici à Namur, qui vont aussi être des success stories pour les uns et pour les autres. Merci à chacun et chacune pour le travail, pour votre présence et pour les échanges qui vont avoir lieu par la suite. Bonsoir à tous et à toutes. Donc le CAI, c'est le Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère qui couvre toute la province de Namur. C'est long, hein? C'est long. Alors nous, on a choisi de s'appeler Centre d'action interculturelle parce qu'on a un projet politique sur la société, on veut qu'elle soit plus interculturelle. Et donc je ne vais pas présenter tout le CAI parce qu'on a aussi des missions sur la société d'accueil et on a aussi des missions d'accompagnement des personnes étrangères. Alors dans le cadre du projet, je vais surtout souligner ça, on a voulu soutenir cette initiative qui nous a semblé non seulement originale, mais aussi pertinente sur le sens que les partenaires voulaient donner. Donc on a voulu être derrière les associations, en l'occurrence qui viennent de se présenter, et c'est pas encore fini, et de donner notre appui. Voilà, on n'a pas piloté, on n'a pas été meneur. Parfois, j'ai vu dans quelques écrits qu'on a piloté, non. De manière tout à fait humble, on s'est vraiment mis en appui. Et donc, par mon intervention, je voulais vraiment dire toute la reconnaissance du CAI envers le travail qui a été mené par les porteurs de projets, parce que c'est eux qui ont conçu vraiment, c'est vous qui avez conçu ce projet, non seulement le conçu, mais aussi vous l'avez conçu ensemble, dans un partenariat entre associations. Et ça, c'est capital, c'est important, parce qu'il faut unir nos forces aujourd'hui. C'est vraiment important en la matière de pouvoir unir nos forces. Vous avez aussi, et ils vont se présenter juste après, le soutien d'un institut de recherche et de formation. Ça nous semble capital aussi. Et c'était une évidence, évidemment, que nous, en tant que centre régional, on vienne s'adjoindre à vos côtés. Et je remercie aussi Honorine qui a dit qu'elle avait 2 casquettes, parce que c'est au niveau du CAI, c'est elle qui a particulièrement organisé aussi cette journée avec d'autres. Voilà, merci. Je crois que Benoît a très bien introduit ce qui a été fait, mais on ne peut pas présenter les acteurs sans parler d'un acteur qui était vraiment pour nous très important en termes de support et qui est représenté ici par Altaï pour l'IFAM. Merci Michel. Donc c'est Altaï Mancho, c'est l'IRFAM, l'Institut de recherche, formation, action sur les migrations. C'est long aussi. Donc nous sommes une structure de formation continue en fait et d'accompagnement qui embrasse des publics de professionnels et des bénévoles autour des questions d'immigration et d'intégration. Parmi les professionnels, il y a les acteurs, notamment des centres régionaux d'intégration, mais il y a aussi des acteurs bénévoles comme ceux qui animent, et qui sont nombreux dans la salle aujourd'hui, des associations créées par des migrants. Et nous travaillons depuis longtemps à la visibilisation et la valorisation de ces associations créées par des migrants, parce que nous estimons que c'est un véritable apport à notre démocratie et à notre société civile. Et il y a de ça maintenant quasi 2 ans, donc la ministre Christy Montréal, qui a en charge des affaires sociales à la région wallonne, a décidé de soutenir ce type d'association à travers des projets de lutte contre les discriminations. Et voilà, nous avons saisi cette occasion pour réunir dans plusieurs villes, Namur, mais aussi Liège et Mons, plusieurs associations créées par des migrants et les mobiliser pour qu'ils puissent être, parfois pour la première fois, financés par l'État pour faire les tâches qu'ils font. Et donc, nous sommes évidemment très heureux que, au moins dans 3 villes, ceci a pu être réalisé. Et justement, dans 2 de ces 3 villes, c'est la même question
qui a été choisi par les associations, à savoir comment soutenir les personnes qui créent des entreprises au sein de l'immigration, comment débusquer les problèmes de marginalisation ou de rejet qu'ils peuvent vivre à différents niveaux, notamment au niveau des administrations. Donc cela a été le combat que nous avons porté depuis un an, tant à Liège qu'ici à Namur. Nous avons présenté cela il y a 2 jours à Liège et aujourd'hui c'est le jour de Namur, avec chaque fois des approches différentes. Et il y a un film ici, il n'y a pas de film là-bas, mais aussi un substrat toujours de recherche où avec des questionnaires, on va auprès des gens, on essaie de récolter des témoignages, on les analyse, on les confronte les unes aux autres dans différentes villes et aussi avec la littérature internationale. Et Honorine qui avait 2 casquettes, en fait elle en a 3, elle est très gourmande Honorine, vous savez, et elle prépare aussi une thèse de doctorat à l'université de Mons sur le sujet justement, comment les migrants créent des entreprises pour diversifier finalement le marché de l'emploi dans nos pays. Et bien dans ces différentes petites recherches locales combinées les unes aux autres et celles qui vont suivre aussi vont contribuer aussi à ce travail. Donc voilà, nous essayons de marier la recherche et l'action à travers la mobilisation des acteurs qui sont les premiers concernés, à savoir les personnes issues de l'immigration dans leur rapport à notre société. Et je voudrais demander quelque chose aussi. Bon, mon école, c'est sûr, j'ai une école, mais je voudrais avoir qu'il y a des infirmières qui veulent suivre l'école parce qu'ils n'ont pas de créditants. Mon école n'est pas agréée. C'est une école que je voudrais que les autorités qui sont ici pour me permettre un agrément ou travailler avec des chèques formation pour que ces gens, on devient de plus en plus dans mon école. Parce que si je n'ai pas d'aide, de chèques de formation, des créditants, de nous ouvrir les portes à d'autres entreprises pour amener la relaxation, pour amener la paix intérieure, si vous ne tenez pas la main, on va courir tout le temps. On va courir tout le temps et puis on va faire des réunions comme ça, on le fait, et après il n'y a pas de résultat. Il faut que quand on fait ceci, qu'il y ait quelque chose, qu'on entende, que vous nous appelez pour dire, attendez, il y a des aides, on ne va pas se réunir comme ça pour se réunir. Tout à fait, et c'est pourquoi le deuxième panel qui réunit les politiques, les différentes structures qui accompagnent les entrepreneurs, a été organisé pour que vous puissiez, pour que vos questionnements puissent trouver un écho. Et si des réponses peuvent être formulées aujourd'hui ou bien un autre jour, je crois que vous trouverez quelques réponses. On a bien noté que la préoccupation par rapport à votre projet, c'était l'agrément pour pouvoir exister et porter votre projet beaucoup plus haut. Et on vous remercie. Merci. Je vous demande d'applaudir Madame Kenya. On va passer la parole à Monsieur Fokoudi, qui est l'informaticien et qui va nous présenter son projet. Ok, merci. Merci à vous, merci pour l'invitation, merci pour le OCAI, merci en tout cas à tous les organisateurs de cette rencontre. Ben, merci à vous qui êtes venus nous écouter. Ça va être difficile de faire mieux que madame. Après ce témoignage si vibrant, si fort, elle qui montre tout son engagement pour l'humain, elle qui travaille pour la santé. Moi, je suis à l'autre extrémité. Je suis aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies. Mais il y a 30 ans, 36 ans, parce que je suis arrivé en Belgique en 86, donc un peu avant madame. C'était un peu le démarrage, c'était le début de l'informatique. Donc, moi, je viens du Cameroun. Je m'appelle Fokou Kingé. Donc, je suis arrivé à 18 ans à l'université à Louvain-la-Neuve, où j'ai fait mes études, j'ai fait mon chemin. J'ai terminé ma formation d'ingénieur civil en informatique, je pense en 92. Et vous savez bien que lorsqu'on arrive ici comme étudiant, la question qui se posait déjà en 92 et qui se pose encore aujourd'hui pour les étudiants, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dans notre pays? Est-ce qu'on peut rester ici? Où est-ce qu'on va? C'était pas évident déjà à cette époque-là, comme je le dis, ça le reste encore aujourd'hui. Mais de nouveau, il y a eu un concours de circonstances. Et pour appuyer le fait que, même si dans la société on peut rencontrer des difficultés, il y a toujours des opportunités. Même si dans la société, peut-être il y a des gens
qui vont se dire que c'est des étrangers. Comme a dit l'un des messieurs dans la vidéo, je pense, celui qui a la société de construction, à force de persévérer, on va toujours trouver des gens qui peuvent nous tendre la main. Donc j'ai eu la chance en ce moment-là de rencontrer un professeur, le professeur Alain Pirotte, à qui je rends toujours hommage, mais qui a accepté de me prendre comme assistant de recherche à l'Institut d'administration et de gestion à Louvain-la-Neuve. Donc j'ai pu y rester pendant quelques années, où j'ai fait aussi un diplôme en administration et gestion. Et puis, j'ai pris des contacts, j'ai essayé de rencontrer des personnes, et j'ai introduit une demande de naturalisation en 98. Et il faut savoir que moi je pensais que c'était quelque chose de quasi impossible, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'en fait, il faut arriver à démontrer qu'on est bien intégré dans la société, tout simplement. Et j'ai pu donc rencontrer des personnalités, et donc même des professeurs d'université qui ont soutenu ma demande, et j'ai pu avoir la nationalité en ce moment-là. Alors peut-être juste un petit retour. C'est vrai que c'est difficile de travailler, de passer du statut d'étudiant à celui de travailleur, mais en fait, l'université nous permettait de rester comme assistant. Donc on avait un statut d'étudiant, travailleur, un statut que je trouve assez bizarre en fait. Donc on était obligé de continuer à s'inscrire comme étudiant, donc je m'étais inscrit au doctorat que je n'ai jamais fait parce que ce n'était pas nécessairement ce que je voulais. J'avais envie réellement de développer l'entrepreneuriat, chose que j'ai donc portée par la suite. Donc après que j'ai eu ma nationalité, je suis allé travailler immédiatement dans le privé. Et immédiatement, j'ai vu en tout cas que l'entreprise nous envoyait chez des clients. Il y avait des gens qui étaient aussi indépendants. Je suis resté, je pense, juste 2 ans et puis je me suis mis comme indépendant, donc consultant dans le monde du développement. Et j'ai donc fait ce cheminement plutôt seul pendant plusieurs années, mais aussi avec un esprit de donner de l'emploi, je le dis clairement, donc, à ceux qui sont restés au Cameroun, donc une manière de redonner aussi au Cameroun qui m'avait donné la bourse. Donc j'ai créé une entreprise au Cameroun avec laquelle on a commencé à faire de l'outsourcing. Donc outsourcer, c'est prendre des projets pour des entreprises auprès d'entreprises en Europe qu'on peut réaliser hors de l'Europe, un peu ce qui se fait en Inde massivement. Donc j'ai développé cela avec une entreprise au Cameroun et nous avons pu faire toute une série de projets tout au long de ces années-ci, mais tout en continuant aussi à faire moi-même de la consultance auprès de grands comptes. Et maintenant, j'ai aussi d'autres consultants qui travaillent avec moi dans l'entreprise ici. On est 5 personnes actuellement. Je dirais qu'en somme, nous sommes dans le développement de logiciels, donc sur mesure, en fonction des besoins des entreprises, mais nous allons aussi, chez les clients, renforcer leurs équipes. Quand on parle de consultants, c'est ça. Donc renforcer leurs équipes pour faire ce dont ils ont besoin dans leurs équipes. Et parallèlement à ça, nous continuons à chercher des clients pour faire des projets avec l'Afrique. Dans mon esprit, vous voyez que il y a beaucoup de personnes qui essayent de partir de l'Afrique pour l'Europe, qui se noient dans la Méditerranée. C'est de véritables drames. Et moi, je pense que plutôt que de simplement peut-être rejeter ces personnes comme on le fait ou essayer d'ériger des barrières, il y a certainement moyen de développer des activités aussi qui renforcent en fait la situation économique de l'autre côté, même si je pense que fondamentalement le problème aussi est politique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais donc de renforcer en tout cas ce tissu économique de l'autre côté, ce qui permettrait quelque part de réduire les tensions qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique sur ces questions migratoires. Donc voilà, un peu mon parcours. Pour ce témoignage. Il a bien souligné la nécessité de créer davantage de coopération entre l'Europe et l'Afrique, permettre aux compétences africaines
de pouvoir collaborer avec les professionnels qui sont déjà basés ici en Europe. Donc je crois que comme question, M. Foucault, nous avons quelques politiques dans la salle, nous avons des représentants aussi des différentes structures d'accompagnement. Est-ce qu'il y a une question spécifique que vous aurez aimé leur poser en fait, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous avez dit tantôt? Disons que je ne mettrai peut-être pas ça directement comme question à leur demander, mais c'est peut-être pour ceux qui vont nous écouter, nous suivre, leur dire que pendant des années, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait toute une série de possibilités ou de facilités qui étaient offertes, notamment au niveau de la Wallonie, de la WEX, qui peut aider les entreprises à s'exporter et donc à développer leurs activités dans différents pays. Donc il est important probablement, je pense, de communiquer davantage autour de ces possibilités-là pour les personnes de la diversité. C'est ce que je mettrais véritablement en avant ici. Allez, si on se met sur un plan purement économique, ben oui, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, les grandes, sous-traitent une bonne part de leurs travaux en Inde, en Asie, sur d'autres places de marché. Allez, après certaines difficultés, d'autres se sont ramenés vers l'Europe de l'Est. Mais moi, je pense que... Et puis, on ne regarde sans doute pas l'Afrique subsaharienne particulièrement comme un terrain sur lequel on va aller. Parce qu'on voit l'Afrique subsaharienne comme le lieu où il y a plutôt la misère, où il y a des difficultés. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a, moi j'en suis tout à fait convaincu, il y a une main-d'œuvre extraordinaire et il y a beaucoup de personnes qui se forment, qui sont vraiment disposées, d'ailleurs qui apprennent les langues, que ce soit l'allemand, le néerlandais, tout ce qu'on veut, les gens apprennent. Aujourd'hui, les gens parlent le chinois de l'autre côté parce qu'ils ont cette soif, ils ont envie de travailler. Mais il n'y a pas toujours ces possibilités. À cause, je l'ai dit, de toute une série de raisons qui, je pense, sont principalement politiques. Donc, plutôt que d'aller de l'autre côté, il y a, je dirais, plus près de l'Europe. Cette Afrique subsaharienne qui n'est qu'à 6 heures, qui parle français et qui, quelque part, culturellement, qu'on le veuille ou pas, est beaucoup plus proche de l'Europe. De par la colonisation, de par nos rapprochements de toutes ces années. Si vous prenez de la Belgique vers la République démocratique du Congo, il y a tout de même énormément de la Belgique au Congo. Je vais vous prendre juste une petite illustration. La déclaration TVA, puisque je suis occupé à développer un logiciel de comptabilité que je veux pouvoir utiliser en Belgique et aussi en Afrique. En Afrique, c'est sur le système, disons, OHADA, qui est un système qui s'applique dans 14 pays de la zone d'Afrique centrale. Et bien dedans, ils ont mis une déclaration de TVA. En fait, j'ai fait commander des documents de la République démocratique du Congo. C'est assez amusant parce que quand je regarde le document, je crois voir la déclaration de TVA belge. Les documents sont tellement proches. Et puis, fondamentalement, c'est un peu la même chose. Donc, c'est juste pour dire que, culturellement, il y a une grosse proximité. Donc, on a là quelque chose à faire. Donc, tant de la part des Africains pour montrer qu'il y a une place de marché vivante qui peut apporter quelque chose, mais aussi de la part des Européens, peut-être de faire un peu le shift et de se dire, ne regardons pas simplement en Asie, regardons aussi un peu ce qui se passe de ce côté-là. En plus, nous sommes ici si nombreux, donc nous pouvons faire le pont, en tout cas entre ces entreprises ici et ce personnel qui est disponible de l'autre côté. Parce qu'il faut se le dire, si l'Europe, j'ai envie de dire, ne l'utilise pas, ou bien, je ne vais pas dire en tirer profit, mais ne saisit pas cette opportunité-là, d'autres continents le font. Ne serait-ce que les États-Unis ou le Canada à travers leur programme d'immigration qui tire énormément de personnes qualifiées vers ces autres zones. Donc je dis cela pour l'Haïti, mais je suis sûr que c'est valable pour pas mal de secteurs. Bonjour à tous, bonsoir à tout le monde. Je remercie déjà pour l'organisation, merci pour l'invitation aussi. Et je suis arrivé en Belgique, mon nom c'est Titi Walker, que moi, et je vis en Belgique depuis 2004, je suis arrivé en 2004. Et la première des choses, c'était vraiment ce qui m'avait bluffé,
c'est de voir au départ, on disait que les gens étaient stressés. J'étais surpris, je demandais si c'était les poulets. Et on m'a dit non, c'est les hommes qui sont stressés. Je dis comment ça? Mon oncle faisait l'élevage et dans la profilation, on expliquait que quand les poussins sont stressés, il faut leur donner telle chose. Et j'arrive ici, on me dit c'est les hommes qui sont stressés. Mais j'étais surpris, quoi. Donc, bon, et puis voilà. Donc, c'était les premières impressions quand je suis arrivé ici. Et en 2004, quand j'arrive, et puis je vois, on me dit Joachim, tu as droit au CPS, tu as droit à ça. Je dis, comment ça, j'ai droit? La dame me dit, tu as droit. Je dis, mais il y a un problème. J'ai pas droit chez moi, on me dit pas que j'ai droit. Comment vous me dites que j'ai droit au CPS? C'était 625 €, les CPS. Et dans ça, il fallait payer le loyer. Je dis, mais j'ai droit. La dame dit oui, dit non. Et là, j'ai dit non, il y a un problème dans la société. Si j'arrive ici, parce que chez moi, il n'y a pas cette aide-là, je vais recevoir 625 € par mois et on va m'endormir l'esprit. J'ai dit non, je ne fonctionne pas comme ça. Et je dis, je me renseigne, je demande, il n'y a pas un centre de formation ici. On me dit, il y a l'IFPME de Dinan. Je vais m'inscrire là-bas. J'avais payé une centaine d'euros pour faire la boulangerie. Parce que j'étais tout passionné par la boulangerie à l'époque au Cameroun. J'avais les oncles qui avaient les boulangeries. Et j'aimais ce métier-là. Et voilà. Et j'ai dit, je vais faire ça. Je me suis inscrit, j'ai suivi la formation. Mais malheureusement, pour moi, je ne sais pas si c'était une chance, dans la salle de classe, la majorité d'élèves étaient les enfants des boulangers. Donc ce qui fait que moi je sortais de nulle part, j'étais dans un milieu où je n'avais pas d'avenir en quelque sorte. Et tous les jeunes qui étaient là, ils savaient que je termine, je reprenais pour les parents. Et j'ai eu du mal à trouver, ma première difficulté c'était là, de trouver le stage. Oh, tout le monde avait un stage, sauf moi dans la classe. On téléphonait dans chaque boulangerie. Oui, on a un élève et tout ça, non, on n'a pas de place, tout ça. Parfois, on me donne des numéros, appelez, j'appelle. Et quand on entend l'accent africain, non, désolé, on a déjà trouvé. Je dis, waouh. Un jour, mon professeur, que je lui rends hommage, lui, Pierra, qui a Godine, lui, il dit, il en a marre, c'est pas normal ça. Il prend son téléphone. Il téléphone à un boulanger ici qui est mon parrain, ma marraine, sa femme aujourd'hui, boulevard des Bacs, boulanger d'Elvaux, qui téléphone dit, j'ai un jeune ici qui vraiment, il a l'envie d'apprendre. Mais sachez qu'il est noir. Mais monsieur Delvaux lui dit non, d'origine, la couleur, ça ne nous intéresse pas. C'est sa qualité, c'est ce qu'il a envie de faire qui nous intéresse. Amenez-le, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que je vais. Il voit ma motivation et tout, il dit waouh, c'est comme ça que c'est allé. Et malheureusement, je rencontre un boulanger qui est là depuis, un bon boulanger. Vous savez qu'aujourd'hui, un entrepreneur, quand il a un élément, quel que soit, on le croit, quel que soit ce qu'il dit, on va le croire. Et le gars n'aimait pas les Africains. Et je ne savais pas, en cours, le matin à 8 h, on prend un petit déjeuner, le gars dit pourquoi tu viens ici, retourne chez toi, pour nous on a fait la révolution, pourquoi tu es là, faites aussi la révolution chez vous. Je dis waouh, ça commence bien. Et c'est là où je me renseigne, on me dit, son petit frère a une copine congolaise, et la grand-mère a abandonné le petit, que si je décède, tu n'auras pas droit à rien, parce que tant que tu n'abandonnes pas la fille. Je dis, wow. Et quand j'explique à M. Delvaux, qui est mon parent aujourd'hui, bon, comme c'était un bon élément, on ne pouvait pas le blâmer, on avait peur de le blâmer pour qu'il change. Et après, il se trouve orphelin d'un boulanger. Et bon, moi, de temps en temps, il va raconter des ragots sur moi, comme quoi il m'a demandé de produire telle chose, je ne l'ai pas fait alors qu'il ne m'a rien demandé. Il poussait toujours à bout pour que j'abandonne. Un jour, j'en avais marre, je lui ai dit, je vais arrêter la boulangerie. Je vais arrêter. Et c'est ainsi qu'ils m'ont supplié, non, n'arrête pas, machin. J'ai dit, non, j'arrête. Et Matin Confélux cherchait des cuiseurs. Et comme en boulangerie, on a souvent la notion pour la cuisson de confiture. J'ai postulé via l'intérim. Et j'ai commencé comme intérimaire chez Matin Confélux en 2000, je pense. J'ai fait presque 9 ans là-bas. Et
quand ils m'ont engagé, quand ils ont vu mon CV, ils ont vu j'ai fait la boulangerie, ils m'ont engagé directement, j'ai fait 3 mois d'intérim et directement ils m'ont engagé en cuisson pour cuire les confitures. Et je suis resté là jusqu'en 2018. Et quand j'arrive là, je rencontre des problèmes parce que j'étais le premier noir ouvrier à être engagé. Il y a tellement des étrangers, les Italiens, les Espagnols, tout, mais le noir de peau n'y avait pas comme ouvrier, à part dans l'administration commerciale, qui était d'origine ivoirienne, qui avait déjà fait 17 ans. Lui, il était partout, il voyageait, mais moi, j'arrive, parce que chez Matin, on te fait les photos, quand on t'engage, on fait les photos, mais on va. Et dès que les gens ont vu, waouh, toute l'usine a fait tous les bruits. On est allé écrire sur les portes des toilettes, salle noire, retourne chez toi, qu'est-ce que tu fais ici, retourne chez toi. En plus, le poste de plusieurs, c'est déjà après notre service, c'est le chef. Tu as le grade de chef directement après ce service-là. Et j'en dis, pourquoi on le met à ce niveau-là? Pourquoi à peine 3 mois dans l'entreprise, ça fait tous les bruits? Et il y a des gens qui m'ont dit dans le service, j'ai fait presque 9 ans là, il y a certaines personnes qui m'ont dit carrément, toi et moi, on n'aura rien en contact pendant 9 ans. Et moi, au départ, j'avais un chef qui s'est dit non, c'est pas normal, il s'est plaint dans la direction, on a un peu calmé le jeu. Et on a dit oui, tant qu'il ne fait pas du mal, là ça va, ça va. Et chaque fois, j'ai vécu pendant 9 ans dans cette entreprise que je ne salis pas le nom parce que matin, je vais même bientôt faire un reportage parce que j'avais pris un pause carrière, je vais un peu revenir encore en arrière, pause carrière de 5 ans qui se termine au mois de mars, on m'a rappelé ça la semaine passée. Ben, je vais les remercier pour tout ça. Et comme je dis, dans ce service, j'ai vécu tout au long en ayant peur. Et à chaque fois que je prends ma pause, j'avais peur qu'on me mette quelque chose dans ma cuisson. À chaque fois que je bouge, j'avais toujours ces craintes. Quand on a un produit de 1800 kg, tu te dis qu'est-ce qu'après on va dire que tu as détruit un produit parce qu'on va détecter ça, tout ça. J'avais toute la crainte. Et vu la mauvaise ambiance qu'il y avait toujours. Tu étais stressé. Oui, tout le temps, comme l'histoire de poulet et tout ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que le stress, ça existe vraiment chez les hommes. Parce que j'avais la crainte là. Et un jour, et là où les gens m'ont montré, quand Chamaten a la coutume toujours d'organiser en fin d'année, les fêtes de fin d'année, ils choisissent des endroits stratégiques comme ça pour amener les ouvriers fêter la fin d'année. Et j'arrive. Et quand on veut les services humains, vous mettez chaque service sur chaque ensemble. Comme ça, vous ayez la même ambiance comme vos services. Et c'est comme ça que j'arrive là. Il y a une liste où il y a les noms, numéro de table, chaise. J'arrive, je regarde la liste, je vois mon nom. Je vais sur la table, je ne vois pas mon nom. Je dis, mais il y a un problème. La première année, je banalise. On a enlevé mon nom, on a arraché mon nom, on a jeté à la poubelle. Je banalise, je cherche une chaise, je viens, je m'assieds là. Deuxième année, rebolote. Il y a un problème. J'appelle le service humain, je dis ce qui se passe dans l'entreprise se passe même ici. On demande qui a pris ma place. Personne ne dit rien. Ils savent qui a fait ça. Et c'est ainsi qu'on regarde la liste, on voit tel sur la table, normalement il ne devait pas être là, c'est tel qui est là. On lui demande, l'enfant d'infirmier à Petit-Warin, on lui dit pourquoi tu as fait ça? Il commence à vouloir pleurnicher, demande les excuses. J'ai banalisé tout ça. Mais le plus difficile pour moi, c'était où dans l'entreprise, on a falsifié des choses, on a mis mon nom. Et c'est là où j'ai dit, ça va s'arrêter ici. Et j'ai voulu porter plainte. Après, j'ai dit, voilà, mon avocat m'a dit, ben voilà ce qu'il faut faire. Au conseil même d'appeler les médias, j'ai dit non, je ne vais pas appeler les médias pour ça. Et quand j'ai fait déposer une plainte par écrit dans l'entreprise, j'ai écrit à tous les responsables, directeurs de matin, juste à l'administrateur, juste à l'administrateur délégué et tout ça. J'ai écrit à tout le monde. Dès qu'il a reçu, il a appelé toute la direction, il a dit que cette histoire ne sorte pas d'ici. Trouvez une solution à ça. On a fait des réunions des mois. On a détecté dans l'usine qu'il y a tellement de racisme. On a
trouvé qu'il y avait tellement de racisme. Et ils ont dû changer tout le règlement intérieur de l'entreprise au cas où si quelqu'un faillit un tout petit peu, licenciement sec. J'ai dit ça, je les ai expliqués, c'est bien beau de changer, mais moi ça ne suffit pas. Moi je dis, il y a beaucoup de gens où j'ai constaté, même au lieu de service comme ça, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup n'ont pas fréquenté, où ils vont la maternelle, c'est pas quoi, après ils sortent, ils vont directement comme ouvriers. Il y a l'éducation. Moi je dis, la base le racisme n'est pas, c'est des gens frustrés. C'est des personnes frustrées. Et c'est une éducation qui doit changer ça. C'est la frustration de l'autre. Alors ça ne devrait pas l'être. Et c'est à partir de là, j'ai dit, si je quitte de chez Matin, je n'irai plus pour être ouvrier. Je serai mon propre patron. Et comme ma marraine, puis quand j'ai arrêté la boulangerie, j'ai fait d'elle et son mari, mon parrain et marraine, jusqu'à ce jour, ils sont les marrains, parrains de mes enfants, mes 3 enfants. Mais eux, ils m'ont dit, tu as toutes ces difficultés-là, tu penses qu'en tant que patron, tu vas t'en sortir? Je les ai dit oui. Pas pourquoi? Parce que je n'irai plus en tant qu'ouvrier, j'irai en tant que patron. Les langages ne seront plus les mêmes. On va se parler en tant que patron. Ce sera comme ça. Et tu me respectes, je te respecte. C'est ainsi. Et c'est comme ça qu'en 2017, comme mes enfants, ils adorent la pizza, un samedi, je reste chez moi, ma voiture est tellement sale, je dis, mais comment est-ce que je vais aller nettoyer ma voiture dans un car wash de la place? Je vois, on commande la pizza, on vient livrer, je dis, mais pourquoi on ne vient pas nettoyer ma voiture chez moi? C'était de là, l'idée est née. D'abord, au départ, c'était Didier Kawash Mobile. Et après, quand j'ai eu cette idée, je dis à ma femme, ça, je veux le faire. Oh, toi, tu recommences avec tes trucs, rester là-bas, tu as la sécurité de l'emploi, machin. J'ai expliqué, la sécurité n'existe pas, c'est chacun qui crée sa sécurité. La sécurité que personne ne pense que tu es indispensable dans une boîte. Moi, en tant que patron aujourd'hui, je peux décider ton sort, parce que c'est moi qui détiens ta sécurité. Et je peux me lever un matin, je change, ça malgré toutes les lois du monde. C'est les hommes qui créent les lois. Et n'oublions pas que c'est les entrepreneurs qui créent les lois. Donc, en tant qu'entrepreneur, on devait être fier parce qu'on contribue à beaucoup de choses dans cette société. Et c'est ainsi que je décide de créer Wash Mobile, que Didier Wash Mobile au départ, pour nettoyer les voitures. Je prends l'idée comme ça. Je regarde sur Internet, en Flandre, il y avait une entreprise, en Namur, je vois comme Wash ici à Epan. Je regarde aux États-Unis, je vois aux États-Unis, au Canada. Je dis, ça, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Et comme j'avais une camionnette qui pouvait avoir la place, je vais chez Brico. J'achète les petits trucs basiques. J'avais commencé avec maximum 500-600 euros. J'achète comme ça. Je cherche un endroit pour me former pour utiliser les produits. Je vois des produits sur Internet. Je vois en Flandre, ils représentent la marque Meguiar. Je les téléphone, est-ce que vous formez les gens? Ils me disent oui, c'est une marque américaine. Et une formation tous les samedis. Je suis allé, je me suis formé. Et ils m'ont formé plusieurs samedis. Et après, voilà. Je me suis lancé. Et rassurez-vous, je suis allé chez ma première cliente. Je n'ai pas su démarrer la machine. Je n'ai pas su démarrer la machine. Mais cela ne m'a pas découragé. J'ai raconté des histoires à la dame. Je vais arriver, apparemment, ils ne m'ont pas donné la vraie notice, il n'y a pas. Je retourne chez moi. J'essaie de le faire et tout ça. Je retourne encore nettoyer la voiture de la dame. Elle était contente. La première fois, elle était contente. Elle voulait payer, j'ai dit non, ne me paye pas. J'étais fier. Déjà le fait qu'elle m'a laissé aller revenir comme ça, j'ai dit waouh, c'est une personne qui veut vraiment. Elle a envie de voir ce que je vais faire. J'avais une fierté comme ça. Et j'ai dit non, ne payez pas, c'est bien. Parlez seulement autour de vous. Voilà, si vous avez des gens, parlez. Et c'est ainsi que c'est parti. Et quand je continue comme ça, je vois en Belgique, l'hiver dure plus longtemps que l'été. J'ai dit, il y a un problème. Si pendant l'hiver, beaucoup de gens ne vont pas nettoyer leur véhicule, comment est-ce que je vais gérer cette partie-là? Je dis non. Le nettoyage de bureau, qu'il pleut ou neige, on y va. Le nettoyage de ville, parfois, quand il pleut, on ne nettoie pas, je dis le bureau. J'ajoute les services de bureau.
j'apprends aussi sur le tas parce que le forum, quand je vais, il fallait, à la fin du mois, il fallait payer les factures. Je dis, si je vais encore dans une formation pour nettoyer le bureau, voilà, je risque de perdre les salaires et tout ça. J'ai réfléchi à ça et tout ça. Et c'était ainsi que j'ai diversifié l'entreprise aujourd'hui. Et en changeant le nom, parce que pour finir, je suis resté sur Wash, j'ai trouvé le nom final, Wash Mobile. Et mon souci aujourd'hui, c'est de vouloir, parce que j'ai constaté un fait au forum, dans des services de la place, ils n'ont pas de formation en car wash. Et ça n'existe pas ici. Donc moi, je plaide à tous ceux qui sont les responsables du forum pour pouvoir, qui m'autorisent à former des gens dans le domaine du car wash. Parce que c'est un service chez moi qui est vraiment très sensible. Je n'arrive pas à trouver des personnels dans ce service-là. Donc j'ai vraiment besoin de former les gens et je suis vraiment méticuleux pour les nettoyer les voitures. J'adore nettoyer les voitures sur toutes les occasions parce que je vois le résultat final. Donc n'hésitez pas autour de vous d'en parler et Wash Mobile vient à vous. C'est pas vous. Pour ce témoignage très complet, où il a mentionné l'effet de discrimination d'entreprise, et je crois que c'est un vécu qui est partagé par pas mal d'entrepreneurs et même d'employés. Il a présenté la progression jusqu'à finir comme entrepreneur. La question que je voulais lui poser, elle est déjà toute faite, parce que je crois qu'il a adressé sa question lui-même. Donc c'est interpeller le forum sur la possibilité d'organiser des formations. Est-ce que tu as une question particulière pour les représentants politiques qui sont ici et les structures qui accompagnent les entreprises? Oui, mais surtout, il faut vraiment donner la chance à tous ceux qui viennent qui entrent dans vos bureaux. Parce que j'ai souvent comme impression que les politiciens ne viennent vers les autres seulement quand ils ont besoin. Mais c'est malheureux, mais je dis, faisons vraiment attention. Moi je dis, moi personnellement, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est nous qui faisons des politiciens, ceux qui sont. Donc, nous, qu'on n'oublie pas ça. Un entrepreneur, c'est celui qui fait de l'homme politique ce qu'il est. Donc, quand on arrive dans vos bureaux, essayez d'écouter. Et ne pas seulement écouter, de le soutenir jusqu'au bout. Merci. Moi, c'est So André, je suis administrateur général de l'entreprise George Construct, donc une petite entreprise de construction qui vient de naître aussi. Bon, en fait, voilà, je suis passé aussi par plusieurs étapes avec beaucoup de difficultés. Si je commence à vous raconter, on va passer toute la soirée ici. Donc, je vais juste être bref, vous remercier premièrement et souhaiter, si je peux dire ça, de vraiment donner un peu de l'importance à ces étrangers qui arrivent et qui ont le courage d'oser quelque chose, surtout de participer aussi un petit peu en partie à l'économie du pays. Et ce petit point-là, ça nous manque beaucoup. Moi, personnellement, que je suis dans le domaine, j'ai beaucoup de difficultés. Je n'ai accès à rien, pas de la formation, parce que la formation, j'en ai fait pas mal. Mais au niveau coup de pouce pour aider nos jeunes qui sont au quartier, qui reviennent, qui sortent de l'école, qui ont envie de faire quelque chose, j'aimerais bien que la politique, essaye de trouver une astuce pour nous motiver à ce niveau-là. Parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà. Sur ce point, je vous remercie. Comme je viens de le dire, donc la seule question, c'est vraiment de donner un petit coup de... Voilà. Essayer de penser aussi que nous, on est capable de... Il n'y a pas que Pierre qui peut, il y a aussi Paul qui est capable de faire pareil. Que les choses soient un petit peu équitable à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ben merci. Moi, je m'appelle Sané Saliou. Beaucoup me connaissent sous le nom de Nos. Je n'ai pas un parcours aussi riche que les autres. Je serai obligé d'être bref pour économiser un peu le temps que certains ont pris.
Mon parcours a commencé en France. J'étais arrivé comme tout le monde, comme étudiant à Chambéry, où j'ai par la suite été engagé par le Conseil général comme responsable de coopération décentralisée pendant 11 ans. Et puis après, j'en avais marre parce que je suis issu d'une famille de paysans. J'en avais marre des avions et tout le reste. J'ai démissionné pour atterrir en Belgique. En Belgique aussi, voilà, j'ai commencé à étudier un tout petit peu. J'ai étudié même ici à Namur. Je me suis inscrit en tant qu'éducateur spécialisé. Ils m'ont vite découragé en me disant c'est peut-être pas le bon niveau pour vous, essayez de voir ailleurs plus loin. Et finalement, je me suis servi de tout ce que j'ai eu de l'autre côté. À Bruxelles, j'ai commencé par travailler dans un restaurant. De ma soeur, après les études, je venais travailler un peu. J'ai eu l'envie de continuer dans la démarche à faire découvrir les plats aux gens, les mets sénégalais. Parce que je suis africain d'origine sénégalaise, j'ai oublié de vous le préciser. Alors, par la suite, il m'est arrivé l'amour de dire, voilà, je vais faire découvrir aux autres les plats. Ensuite, j'avais envie de gagner de l'argent. Le deuxième point, il faut oublier, parce qu'on ne gagne pas de l'argent en étant restaurateur, vu tout ce qu'il y a comme ça. Le premier point a réussi parce que les gens aiment bien ce que je fais et je n'ai pas de cuisinier professionnel. C'est moi-même qui me mets au fourneau et c'est la cuisine de mon village. Je n'ai pas cherché à aller loin. Alors, les projets, le seul conseil que j'ai envie de donner aux gens, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Il ne faut pas dire « je n'ai pas l'argent ». Ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Il faut le projet avant l'argent. Pour ceux qui parlent de racisme, c'est vrai. Les premières générations, ce sont les pionniers de l'interculturalité. Ce que les gens ont vécu aujourd'hui, ça a tendance à s'effacer. Peut-être dans 200 ans, il n'y aura plus la peau blanche ni noire. Il y aura le métissage, ce que je souhaite. Il y a des racismes avec comme fondement la jalousie, c'est bien dit. Ça existe même chez nous, entre nous les Africains. Ça se passe, hein, les gens ils suivent ce qui se passe. Je ne vais pas citer un pays ailleurs par rapport à d'autres ressortissants, tout le monde est informé ici. Il y a du racisme sous forme de méfiance latente parce qu'on ne se connaît pas. Et il y a du racisme sous forme de... Troisième point. Jalousie aussi. Oui, la jalousie, c'est par là que j'ai commencé. Sous forme... bref, je ne trouve pas ça. Et donc, moi, sur ce côté, je pense que, personnellement, quand il y a des actes comme ça, où je pouvais être amené à penser que c'est du racisme, j'ai tendance à dire que c'est peut-être l'autre n'a pas compris. J'essaierai d'aller vers la personne pour essayer de lever ce rideau. C'est ça la richesse humaine. L'uniformité, c'est la mort. La diversité, c'est la richesse. Ça, on doit comprendre ça. Alors, pour ceux qui veulent entreprendre, il ne faut pas avoir peur. Oser créer des entreprises, divers horizons. On gagne beaucoup plus en étant multiculturel dans une entreprise qu'en s'effaçant. Oublions de dire, nous les Africains, on doit entreprendre. Insérons-nous dans la société. Essayons de trouver les formules de créer des entreprises, que ce soit avec ceux-là qui habitent ici, que ce soit entre nous. C'est ça. Nous tendons vers l'air. Ne prenez pas ce que nos aînés ont raconté ici par rapport à leur vécu. Ça, c'est l'histoire. À partir de ça, on doit trouver des solutions, des moyens de s'orienter vers autre chose. Voilà, je ne vais pas être trop loin. Bref, c'est ça que moi je voudrais donner. Je crois que aux politiques qui sont ici, qui ont bien pris le soin de marquer par leur présence ce séminaire, si vous pouvez effectivement entendre cet écho pour ces créateurs d'entreprises, pour celles et ceux qui n'osent même pas entreprendre, parce que d'office, il y a ce mur imaginaire qui est devant soi et qui a aussi un coût pour la société et qui représente cet enjeu-là. Merci. Donc, sur ce point, je vais demander à M. Altaï pour le deuxième panel de bien vouloir prendre la parole. Et ce panel va représenter simplement tous les différents organismes et les politiques qui sont présents et toutes les structures d'accompagnement.
Mais les différents travaux que nous faisons, que d'autres font, dont l'OCDE, ce n'est pas une petite association, l'OCDE. Il n'y a pas plus tard que quelques mois, ils ont effectué une recherche en Wallonie. Ils arrivent au même résultat que d'autres constats locaux, c'est que très peu de personnes issues d'immigration sollicitent les structures d'aide à la création d'entreprises. Il y a quelques exceptions. Donc la question est là. Comment soutenir ces personnes dont on a vu une petite brochette? Dans la recherche, on en a rencontré une trentaine. Ici, vous avez eu 5-6 personnes qui sont venues parler. Un peu plus étaient à l'image. Donc nous ne prétendons pas être tout à fait représentatifs, mais quand même beaucoup de choses ont été dites. Alors, les questions qui ont été posées, mon ami Michel l'a bien animé. Il y a des questions d'agrément qui se posent. Il y a des questions de formation. Et ces structures créées par les migrants se portent comme des auxiliaires de formation qui pourraient intervenir. Il y a des questions d'accès à la gestion, de reconnaissance de compétences, de reconnaissance de diplômes. Il y a des questions d'accès aux locaux qui n'ont pas été présentées dans le panel mais qui étaient bien à l'image. Des problèmes d'accès au crédit, l'accessibilité des banques ont été posés. Et aussi, on l'a vu, ça et là, un manque parfois général, pas seulement pour la population immigrée, d'une forme d'initiation à l'entreprise, au fait d'entreprendre. Donc voilà les grandes questions qui ont été brassées et qui traversent un peu les témoignages qu'on a vus, au-delà des questions strictes de discrimination. Eh bien, moi je vais demander à nos panélistes qui sont nombreux, de manière extrêmement synthétique, de se saisir de l'une ou l'autre remarque qui peut-être directement ou indirectement leur sont adressées et d'y répondre, de dire leur point de vue, leurs apports sur cette question, de façon à ce que, entre notre public et le panel, on puisse arriver à un dialogue, un débat. On va commencer par Madame Fleur, par exemple. Voilà. Le nom m'a tout de suite frappé. Bonsoir à tous. Merci pour en effet cette organisation et cet accueil et la richesse de ce que moi je découvre et j'entends de problématiques dont je n'ai pas à faire face et voilà par la situation. Credel, c'est avant tout un organisme de crédit solidaire qui a pour vocation de mettre l'argent dans le service du bien commun et donc qui octroie des crédits à titre privé et à titre professionnel pour des indépendants individuels et pour des coopératives ASBL. Les valeurs clés sont l'inclusion, la solidarité, l'humanité et plein d'autres valeurs dans ce sens-là que ne partagent pas tous les organismes de crédit. Moi, aujourd'hui, je viens en tant que représentation de la SAS, qui est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, qui est un autre pendant du Credal. Dans le bateau Credal, il y a plusieurs petits bateaux. Et donc aujourd'hui, la structure d'accompagnement, elle offre un accompagnement gratuit aux demandeurs d'emploi ou assimilés, mutuelles et autres assimilations, qui ont pour vocation de créer leur propre emploi et d'en créer d'autres suite à ça. Et donc on propose des entretiens individuels à l'écoute du projet, où on challenge les différents moteurs que représente la création d'un projet, les plans financiers, la gestion du temps, la capacité de production, les valeurs et la rentabilité. Est-ce que c'est possible d'avoir des belles valeurs et d'être rentable? Oui, c'est possible, mais comment? Et voilà, on travaille tout ça avec des entretiens individuels, des formations collectives. Il n'y a pas de recette magique, ça dépend de chacun. Nous, on pousse à l'autonomie et on a une expérience de terrain. J'étais moi-même entrepreneuse avant et mes collègues le sont aussi. Mais en fait, je suis au Credal je travaille pour le Credal depuis le mois d'août, donc mon expérience est fraîche. Mais j'ai déjà vu, je pense, une 30 à 50aine de porteurs de projets et ça se ressent dans la manière dont on est remercié. On a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui viennent avec leurs projets. Mais quelqu'un qui m'écoute et qui donne du sens à ce que je dis et qui me donne de l'intérêt en fait c'est dans l'intensité et l'honnêteté du remerciement où on sent que c'est en faisant juste notre job et en étant je sais pas, je dirais là-dedans, ça se transcrit pas noir sur blanc, mais c'est vraiment On va rester dans le domaine du financement. David, tu es juste à côté.
Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis David Taquin de chez Microstart, qui est une autre institution financière et d'accompagnement en Belgique. Donc, nous, on fait du microcrédit. Donc, ce que j'aime bien appeler le plan B de la banque, on est le tout-terrain du financement, puisqu'on va plutôt travailler avec des projets qui ne sont pas éligibles à la banque. On propose aussi l'accompagnement gratuit, donc aussi bien avant le lancement du projet, donc ça peut être de l'aide au business plan ou au plan financier, des formations, parce qu'il y a encore l'accès à la gestion en Wallonie et à Bruxelles, et donc on a une formation pour aider les personnes à passer le jury central. Et il y a aussi un accompagnement après financement pour les aider à sortir leur tête du guidon. Et on fait aussi pas mal de plaidoyer, puisqu'on a beaucoup poussé, on est présent un peu partout en Belgique. On n'est pas uniquement en Wallonie, et on fait beaucoup de plaidoyer politique aussi pour lever les barrières à l'entrepreneuriat et l'accès au financement. Et c'est dans cette logique qu'on a beaucoup poussé en Flandre pour qu'il l'enlève. À Bruxelles, ils vont l'enlever dans 2 ans, donc il y a la Wallonie, le seul îlot au milieu de l'Europe qui a encore cet accès à la gestion. C'est le dernier des Gaulois. C'est le dernier des Gaulois, et on était aussi impliqué avec l'OCDE qui a travaillé avec le gouvernement wallon sur comment travailler sur l'entrepreneur de la diversité, appelons comme ça, et qui est venu avec le même constat, c'est que la première chose à faire, c'est enlever cet accès à la gestion, parce que j'ai entendu des problématiques de diplôme, reconnaissance des diplômes, problématiques de langue. Donc voilà, toutes ces barrières font que l'accès à la gestion peut être compliqué, être une barrière supplémentaire. Donc voilà, et par rapport à l'accès au financement et des banques plus traditionnelles, donc nous, un constat assez flagrant, c'est que 65% des personnes qui font appel à nous sont nées en dehors de l'Union européenne. Donc c'est assez marquant. Et ici, une anecdote particulière, on a financé récemment à Namur un coiffeur. Donc c'est un réfugié irakien qui avait un premier salon et qui a voulu lancer un deuxième salon à Aiguezé. Et le banquier a gentiment dit au conseiller Microstart, ouais, mais on va pas le faire, elle est voilée, ça va pas marcher dans ce quartier-là, parce que c'est un quartier un peu plus bourgeois. Et donc il y avait une espèce de choc culturel, et donc le banquier s'est dit non, ça va pas fonctionner, on n'y va pas. Donc voilà, donc ça c'est pas la version officielle évidemment, c'est la version officieuse qui a été dit en dessous des radars. Donc voilà, donc ça c'est une problématique que nous on constate. C'est un peu la même problématique qu'on pourrait constater sur l'entrepreneuriat féminin, où en fait on a des biais inconscients. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui posent des questions à une femme qui ne poserait pas à un homme, tout comme on pourrait poser des questions à quelqu'un d'une ethnie ou d'une couleur ou d'une nationalité qu'on ne poserait pas à un semblable. Et donc c'est une problématique qu'on voit assez régulièrement. Alors le premier élément, il y a 2 éléments. La première, c'est notre méthodologie qui est totalement orale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin pour accéder à nos services d'avoir un plan financier, d'avoir un business plan. Il faut juste avoir une bonne idée, savoir répondre aux questions. Et donc soit on le fait, si quelqu'un est bien structuré dans sa tête, on peut faire la demande de financement directement sans passer par la case accompagnement. Soit il y a des personnes qui ont une bonne idée mais qui ont besoin d'aide pour rentrer dans le cadre belge, puisqu'on reste très réglementaire, très papier, etc. Et que parfois culturellement, il y a plus une culture de l'oral alors qu'ici on a plus une culture de l'écrit, donc il faut pouvoir faire le pont entre les deux. Donc ça c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est la manière dont on va trouver les entrepreneurs, puisqu'on a aussi nous-mêmes dans nos équipes, on a des personnes issues de certaines nationalités qui sont très impliquées dans certaines communautés, donc ça permet en fait d'avoir un très bon bouche à oreille par rapport à ça. Il y a des conférences qui ouais. permettent la transition de l'information. Oui, donc par exemple ici il y a quelqu'un du CPS de Namur, mais donc régulièrement nous on a des articles 60 et donc souvent ils sont issus de l'immigration et donc après ils obtiennent un contrat si on a suffisamment de financement. Le petit frère de l'ADI, qui est notre équivalent en France, qui existe depuis plus de 30 ans, donc qui est une institution pionnière dans la microfinance en Europe, et qui est allé voir une grande banque belge en disant on aimerait bien lancer la même chose en Belgique, mais on a besoin d'argent, et donc effectivement il y a une banque qui finance. Merci. Et donc on continue avec les structures d'accompagnement. Jobin à côté de moi, Cynthia, justement. Donc j'ai commis quelques constats. Ce sont des constats généraux, ce qui ne veut pas dire que certaines structures localement font autrement. Et là, par exemple, David a dit, il y a des personnes d'origine étrangère dans notre équipe, visiblement chez Jobin aussi. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe, dans quel sens? Avec votre clientèle, avec vos projets. Alors,
on part toujours du même constat, je pense que toutes les SAS, c'est qu'on reste ouvert à l'accompagnement de tous. Donc il faut savoir que Jobin, premièrement, a été inventé pour répondre à un besoin qui était d'aider des personnes qui avaient des difficultés à créer des entreprises à trouver les ressources pour justement se créer son entreprise et son propre emploi. Donc, comme Fleur l'a dit, donc nous sommes une SAS, donc une structure qui a pour objectif d'aider à l'autocréation d'emplois, de même que CréaJob et 10 autres SAS. Parce que voilà, c'est ça la mission première des SAS, c'est d'accompagner les personnes dans un premier temps qui rencontraient des difficultés à se créer son propre emploi. Alors maintenant, on se diversifie également en termes d'accompagnement parce que voilà, comme vous avez tous pu le remarquer, nous faisons face au quotidien à des difficultés, à de nouvelles thématiques, entre guillemets, qui sont à travailler ou en tout cas améliorer. Et donc c'est un peu ce qu'on fait au quotidien, donc, que ce soit en interne, donc, avec une équipe pluridisciplinaire, mais aussi multiculturelle au sein de Jobin, mais également aussi à travers le public qu'on accompagne. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent de tout horizon et voilà. Merci beaucoup. Mais je constate qu'il y a effectivement une certaine sensibilité. David a énoncé un certain nombre de difficultés. Le foulard. Je vais en ajouter un autre, le fait que les migrants arrivent souvent avec une volonté de créer des entreprises de type familial en fait, ou plus communautaire, ce qui ne passe pas toujours la rampe dans l'esprit d'accompagnement. Donc, alors je me tourne vers CréaJob. Alors, donc moi aussi, je travaille dans une SAS, donc tout comme Crédal et tout comme Jobin. Donc, nous accompagnons des futurs entrepreneurs. C'est ça. Voilà. Il y a environ 50-80. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de personnes qui s'adressaient à nous, qui avaient une envie, vraiment une volonté de créer leur entreprise, mais il y avait des obstacles. L'absence d'accès à la gestion, par exemple, quand on arrive d'un autre pays, une méconnaissance du statut d'indépendant, du statut d'entrepreneur, des cotisations sociales, des impôts, etc. Et donc, on a créé un tout nouveau parcours d'accompagnement, en plus de celui qu'on propose, pour vraiment travailler à la fois sur la personne, donc l'aider à accéder à la gestion, travailler sur ses forces, ses faiblesses, parce qu'on se rend compte que parfois il y a un parcours professionnel ou personnel difficile derrière et qui empêche de créer un projet sur des bases solides. Et donc on a décidé de créer un parcours en plus pour travailler à la fois sur la personne et sur son projet professionnel et pour construire avec elle un projet solide, un projet avec vraiment des bases solides et qui correspond à ce qu'elle souhaite, qui correspond avec ses valeurs et lui permettre de lui donner toutes les cartes en main pour qu'elle y arrive. Alors, dans ce parcours-là, en effet, on a ajouté une préparation au jury central pour passer l'accès à la gestion. Vraiment, on va faire un focus là-dessus pour des personnes qui n'auraient pas connaissance de la législation belge. On travaille spécifiquement aussi pour leur expliquer tout le mécanisme de l'imposition en Belgique, etc. Donc, on fait vraiment un focus particulier. C'est un programme plus long que le parcours habituel pour vraiment prendre le temps avec elles. C'est à la fois du collectif et de l'individuel pour vraiment pouvoir prendre le temps, répondre à leurs questions. Cette attitude est nouvelle, vous le faites depuis toujours ou c'est récemment que vous avez... Alors ce nouveau parcours, il est récent, c'est depuis le mois de février, parce que vraiment, voilà, on s'est rendu compte vraiment que il y avait toute une partie de personnes qui se tournaient vers nous, qui disaient mais voilà, on a vraiment une volonté, on a une envie, on a une idée, mais on se rendait compte qu'il y avait des obstacles, qu'elles n'étaient pas prêtes à travailler uniquement sur leur projet et on avait envie de proposer quelque chose à ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on souhaitait être là ce soir, c'est pour dire mais on entend et on est là, on s'outille et on a envie de proposer quelque chose de qualité pour aider toute personne qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Alors pour faire le tour des structures d'accompagnement, Intera, Vincent, Tchaté, merci. En fait, on s'est vu à Liège encore il y a 2 jours. Oui, on ne se quitte plus. Hein. Donc, c'est le même sujet, c'est le marathon en Wallonie. C'est les mêmes questions. Comment est-ce que tu te situes dans ta structure, très jeune et très petite encore, et aussi innovante? Merci. Du coup, moi, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille pour l'ASBL Intera, qui est une petite ASBL, comme le dit Altaï, qui a été créée il y a 3 ans maintenant, basée à Liège. Et donc moi, je m'occupe d'un des projets de l'ASBL Intera, qui est l'Interlab. Et donc l'Interlab, c'est un incubateur d'entreprise, donc on accompagne des entrepreneurs. Et c'est un incubateur inclusif,
spécialement dédié à l'accompagnement des personnes issues de l'immigration dans la création de leur entreprise. Et donc, en gros, en tout cas sur notre territoire à Liège, on s'est rendu compte que, et c'est un peu ce que Altaï aussi souligne, qu'il y avait un petit décalage entre les structures qui existaient déjà à Liège, les autres SAS, et les besoins parfois des personnes issues de l'immigration. Et ça, c'est des questions où il y a des démarches, comme tu le soulignes aussi Manon, des démarches spécifiques qui doivent être faites par les personnes issues de l'immigration. Je parle notamment de la carte professionnelle. Il y a certaines difficultés aussi à comprendre le système et les obligations du système. Et là, je pourrais parler de l'accès à la gestion et de toutes le fait de devoir faire appel à des secrétariats sociaux, etc., qui sont assez étrangers des personnes issues de l'immigration. Et donc face à ce constat, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et on a décidé de créer notre propre incubateur, de sorte à vraiment pouvoir apporter les services dont ces personnes ont vraiment besoin. Et pour ce faire, comme on ne voulait pas réinventer la roue, on a noué des partenariats, on a créé des synergies avec les différents acteurs qui sont présents sur notre territoire. Et donc, on travaille aussi en partenariat avec Jobin, avec Step Entreprendre à Liège, avec Microstart et Crédal d'ailleurs, dans les options de financement. Et donc, c'est vraiment... On essaie d'accompagner les entrepreneurs, ces candidats entrepreneurs dans leur démarche, tout en répondant à leurs besoins et tout en créant des synergies, en étant un pont entre ceux qui existent déjà sur le territoire et ces entrepreneurs on aide à être un peu à pouvoir s'intégrer ou en tout cas à pouvoir utiliser certains des outils offerts par les différentes structures. Donc, que peut-on faire finalement sur une plateforme comme Namur et avec cette richesse de structures qui existent et puis d'autres qui ne sont pas là? Comment est-ce qu'on peut faire pour les réunir? Est-ce qu'il faut faire des formations? Est-ce qu'il faut faire des informations? Une plateforme? Voilà. Une plateforme, un réseau, surtout, ça vient d'être dit, et ça a été dit, comme tu viens de le souligner, dans le témoignage. Je ne savais pas qu'il y avait ces services-là. Or, on vient d'entendre, mais il y a énormément de services, il y en a quand même quelques-uns d'assez spécifiques, et vous avez entendu comment ils travaillent. Il y a quand même une approche très personnalisée qui est faite par les services qui sont déjà ici autour de la table, mais il y a une méconnaissance de ces services-là, et donc nous, en tant que centre régional, on se situe en amont. Encore en amont, donc on essaye d'informer les personnes sur ces services-là quand ils ont un souhait de devenir indépendants. Évidemment, on accompagne plus largement parce que parfois quelqu'un arrive avec une idée et puis c'est peut-être pas cette idée-là qu'il va avoir. Dans le documentaire, on entendait aussi, j'avais un métier dans mon pays, j'ai pas l'équivalence de diplôme, j'ai dû faire le deuil et j'ai dû me réorienter. Donc ça, nous, c'est quelque chose que l'on fait avec le projet Levons les freins. C'est vraiment d'aider la personne à vraiment retrouver le cœur de ce qu'elle veut, de garder le cœur de l'essence de ce qu'elle veut faire, mais peut-être l'adapter en fonction ici de sa situation en Belgique. Et je trouve, je voulais en profiter pour le dire, le documentaire est très très bien fait avec les témoignages qui sont dits, parce que je voulais souligner les obstacles qu'ont les personnes étrangères, et en fait tout est dans le documentaire. Vous avez vraiment bien pointé les obstacles que l'on retrouve. Il y a aussi en plus les obstacles généraux à l'entrepreneuriat, vous l'avez souligné, et donc il ne faut pas oublier qu'il y a les deux niveaux d'obstacles, évidemment, les obstacles généraux et puis tous ces obstacles-là. Moi, je trouve que c'était important de souligner que aussi au niveau des obstacles, nous, ce que l'on fait, c'est aussi j'ai entendu interpellation politique et plaidoyer, mais ça fait plus de 30 ans qu'on tape sur les mêmes clous en termes d'interpellation politique sur l'équivalence des diplômes. Je ne sais pas, il n'y a personne qui l'entend là-haut, parce que c'est pas en région wallonne, quelqu'un a dit, c'est au niveau de la région wallonne, non, c'est au niveau de la communauté française, mais apparemment ils sont sourds, c'est parce qu'on n'est pas les seuls à interpeller depuis tellement longtemps sur la problématique d'équivalence des diplômes, mais bon. Alors j'atterrirai en disant et en soulignant aussi, de par les témoins qui sont dans le précédent panel, qu'il faut, j'ai entendu les mots, continuer à se faire confiance, garder son projet, avoir la ténacité,
ténacité, le courage, oser. Et moi, j'ai envie de souligner ces mots-là parce que c'est clair que c'est ça qu'il faut évidemment garder comme ingrédient. Et parfois, les personnes perdent complètement confiance parce qu'il y a en effet discrimination, racisme. Je ne sais pas comment vous avez tenu le coup à Materne, là, parce que franchement, voilà, mais il y a de quoi à certains moments aussi. Et on en retrouve des personnes qui ont des problèmes psychologiques importants. Alors, on ne l'a pas souligné tout à l'heure, mais il y a aussi les traumas que les personnes ont vécu dans les pays d'origine, qui sont des obstacles supplémentaires que vivent les personnes, mais il y a aussi les traumas qu'ils vivent ici à cause du racisme et de la discrimination, et qui n'aident pas non plus. Et je pense qu'il est important, et vous l'avez tous dit dans les témoignages, c'est de se situer comme moi je vais y aller, et je vais garder qui je suis et oser, plutôt que comme victime. Parce que comme victime, plusieurs l'ont dit d'entre vous, on n'arrivera à rien. Il faut tenir bon, et il y a quand même des structures d'appui. Alors, souligner, ben oui, on a aussi nous un rôle d'ensemblier. Je sais que tu aimes bien ce mot-là. C'est un peu le rôle aussi des centres régionaux par rapport à cette question-ci. C'est de pouvoir vraiment mettre les gens en lien. Ensemblier est un gros mot. Vraiment faire du réseau, du réseautage. Et donc nous, on travaille avec eux aussi et on trouve que c'est fort important de travailler avec les associations d'immigrés parce que eux sont vraiment les relais qui peuvent être en lien avec les personnes. On a aussi des contacts avec les personnes directement. Le bouche à oreille, jouer énormément. Quand quelqu'un est content d'un service ou quand quelqu'un a trouvé une bonne solution, ben, tout de suite, comme par hasard, ben, ça tourne et ça, c'est important. Et puis le réseautage au niveau institutionnel avec les partenaires évidemment d'accompagnement, mais bon, il y a déjà des réseaux qui existent au niveau des partenaires de création d'entreprises, mais c'est vraiment faire ce lien entre les associations d'immigrés, les migrants, les services d'accompagnement généralistes, nos services à nous et les accompagnateurs de créateurs d'entreprises, et puis les pouvoirs publics aussi, qui peuvent aussi jouer un rôle important. Sur le président du CPAS, c'est qu'il y a un rôle extrêmement important, parce que vous avez une visibilité, un observatoire sur ces... Et vous pouvez nous dire, finalement, combien parmi les personnes que vous aidez sont dans la même situation, belges, d'origine étrangère, ou non d'ailleurs. Hein. Donc, et comment est-ce qu'une structure telle que la vôtre et la commune, plus globalement, peut optimiser finalement son intervention de façon à ce que plus de personnes en arrivent à créer des entreprises, à s'en sortir, à créer des emplois et payer leurs taxes. Ça fait beaucoup de questions en une. D'abord, je remercie tout le monde d'avoir organisé ce séminaire. Je pense que je découvre encore des choses. J'avoue que naïvement, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on doit faire des différences entre les personnes, surtout par rapport à leur origine. Et donc, j'entends des témoignages qui sont quand même durs et incompréhensibles pour moi. Je vous le dis tel que je le pense. Je crois qu'on a un rôle, enfin Benoît le sait, on collabore suffisamment et on collabore le plus possible. Nous devons montrer l'exemple. Et en fait, je pense que réglementairement, il n'y a aucun obstacle. Hein, soyons clairs, dans les administrations publiques, aucun texte n'est écrit qu'il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre. Donc, c'est écrit. Voilà, et vous avez tout à fait raison, et ça c'est effectivement le constat quand je suis arrivé dans mes fonctions sur le ressenti et la réalité de terrain. Et ça veut dire que nous devons continuer à faire des efforts. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des prescrits. C'est-à-dire que dans la pratique, il faut mettre en œuvre des choses suffisantes pour pouvoir favoriser les choses. Et je me souviendrai toujours de deuxième ou troisième année où j'ai été président de CPS, il se fait que j'ai permis, ou en tout cas dans l'ordre des choses, une personne belge, hein, parce qu'elle est belge, mais d'origine étrangère, pouvait accéder à la fonction de direction de maison de repos. Nous avons 5 noms de repos. Et à 3 reprises, il est venu me voir pour me demander si c'était vrai. Est-ce que c'était possible que quelqu'un de couleur devienne directeur de maison de repos? Il n'osait même pas téléphoner à son épouse pour lui dire, parce qu'il voulait d'abord être sûr et certain que c'était une réalité. Je lui ai dit à 3 reprises, et c'est assez, enfin, franchement, c'est très touchant, enfin, que je doive, moi, à 3 reprises, lui exprimer que c'était la réalité qu'il accédait à ce poste-là, montrer à quel point il y a effectivement, et vous l'avez évoqué dans quelques exemples que j'ai entendus, tous ces obstacles qui dans les faits ne sont écrits nulle part, mais qui dans la réalité se rencontrent. Donc je pense... Le remerciement dont vous parliez, c'est un peu la même chose.
Oui, mais et c'était tout à fait légitime. Enfin, je veux dire, la personne était en plus dans l'institution depuis bien longtemps, elle avait rempli toute une série de fonctions, elle était en plus diplômée, reconnue comme d'autres pour pouvoir accéder à la profession. Donc, c'est pour ça que je dis naïvement, je ne vois pas l'obstacle qui existe. Et cette personne fait son chemin. Entre-temps, il y a une autre personne, une dame aussi d'origine étrangère, qui est aussi directrice maintenant de repos. Donc, ça veut dire que nous devons le faire. Je vous dis pour moi de manière tout à fait indifférenciée. Et je pense que c'est bien de le faire savoir. Rien dans les écrits ne nous oblige à faire une distinction, et c'est très très bien ainsi. Donc voilà, j'avoue que dans tout ce que j'ai entendu, je suis encore effaré, et je l'entends, hein, je suis de moins en moins naïf, et j'entends les remarques que toutes les personnes qui travaillent, puisque je suis aussi employeur en soi, hein, parce que nous avons un gros CPS et donc beaucoup d'emplois à pourvoir, beaucoup de personnes d'origine étrangère mais qui sont belges. 80% des personnes même qui demandent leur intégration sont belges. Alors je sais qu'on véhicule des mécanismes qui ne sont pas exacts, elles sont avant tout belges, et elles se revendiquent belges, même si elles ont d'autres origines. Et donc nous devons jouer un rôle, être attentifs à cela, et être par contre intransigeants sur des expressions de racisme que l'on rencontre dans le milieu du travail. Je suis maintenant président depuis 6 ans, à 2 reprises licencié pour motif de racisme. Quand quelqu'un vient dans mon bureau en pleurs en disant « je n'en peux plus de ce que mes collègues me font subir » et qu'on auditionne les personnes et que les faits sont reconnus et avérés, c'est un motif pour moi de licenciement sans aucune forme de procédure. Ça ne peut pas exister, et je pense que ça c'est probablement outre notre rôle politique de faire évoluer peut-être la législation. C'est un délit et il faut le punir, et je pense que ça fait partie aussi de notre rôle de le sanctionner au même titre que toute une série d'autres choses. Donc voilà, dans les faits, entre l'écrit et la réalité, il y a un grand monde. Je remercie vraiment tous ces témoignages qui sont une preuve supplémentaire que cette discrimination, elle existe. Ce que je fais depuis déjà pas mal de temps et que je continuerai à faire, on a travaillé grâce au constat que l'ONU a formulé très localement, sur le territoire namurois, de l'existence d'une discrimination pour les personnes d'origine étrangère et singulièrement subsaharienne sur des aspects liés à l'emploi, à l'enseignement, au logement. On vient de terminer l'étude sur le logement, on pourra en reparler à un autre moment, on fera un moment spécifique sur le sujet. Ce sont des éléments sur lesquels il faut condamner, il faut mettre le doigt où ça fait mal. La discrimination au logement, l'agence qui pratique cette discrimination, on doit pouvoir mettre sur la voie publique qu'elle est discriminante. C'est la seule manière de faire bouger les choses. Tant que ça reste en catimini, il ne se passera jamais rien. Donc il faut aller, il faut provoquer les choses. Donc c'est pas en restant inactif qu'on faire bouger les lignes. Il faut être proactif, chacun dans son rôle. Je pense que être auto-entrepreneur, c'est magnifique. Je suis moi-même, avant d'être politicien, entrepreneur. Je sais que c'est un combat de tous les jours, j'entends qu'il y a encore beaucoup d'obstacles que ceux que moi-même j'ai rencontrés, et donc je trouve qu'il faut montrer l'exemple, il faut travailler, et il ne faut pas hésiter à montrer aussi que l'on est intransigeant par rapport à ça. C'est ça qui va faire bouger les lignes d'une manière générale. On a réfléchi à l'accès au commerce de manière générale, sans pointer spécifiquement les personnes qui voudraient faire la demande. Je m'explique. La location sur des surfaces commerciales sur Namur est excessivement chère. Oui. Et démesurément chère, pour qui que ce soit. On a vu les témoignages. Et donc on s'est questionné en tant qu'autorité locale, qu'est-ce qu'on pouvait faire? À part nous-mêmes être propriétaires de certaines surfaces, nous n'avons trouvé aucun levier légal pour pouvoir faire changer cela. Et donc, c'est pour ça que, vous le savez, au pied de l'hôtel de ville, il y a toute une série de surfaces en fait, qui sont propriétaires de la ville, sur lesquelles on peut faciliter l'accès, en mettant des tarifs préférentiels, en tout cas en impulsant une dynamique sur le sujet. On s'est beaucoup questionné pour faire l'acquisition d'autres surfaces commerciales, pour essayer justement d'arriver à un rôle de régulateur et de modérateur des loyers. C'est à ce stade-ci la seule carte qu'on a trouvée pour pouvoir jouer dans ce jeu-là. Après, je pense qu'on peut jouer un rôle de facilitateur. Donc, outre cette acquisition de surface commerciale, je pense que la confiance que
toute une série de personnes peuvent avoir en l'institution locale, qui est notamment la commune, que ce soit une banque, je pense, fait confiance aux communes. Une entreprise fait confiance à la commune. Un citoyen fait confiance à la commune. Nous avons cette légitimité-là, cette confiance-là, qui nous permet probablement de jouer un rôle d'intermédiaire, de facilitateur. On le fait dans le logement, donc pourquoi pas par rapport aux surfaces commerciales. Ça n'a jamais été fait, mais c'est pas parce que ça n'a jamais été fait qu'il ne faut pas le faire. Et donc je découvre cette problématique-là. J'avoue ne pas la connaître avant aujourd'hui. Donc pourquoi pas, si ça permet de lever un certain nombre de freins, pourquoi pas nous jouer le rôle de facilitateur et d'intermédiaire, comme on le fait lors de l'accès au logement, lorsqu'on fait l'accès au l'emploi ou autre. Les concepts du séminaire. En conclusion, en fait, je trouve que tout tourne autour de l'intégration de la personne d'origine étrangère. Donc, et les moyens qui sont mis en place pour aider la personne d'origine étrangère à s'intégrer et à s'en sortir, parce qu'il y a cette discrimination qui fait la barrière à l'intégration. Et moi, ma question est celle-là. Oui, il y a des moyens qui sont mis en place pour aider ces personnes à faire face à tous ces problèmes, au racisme, à tout. Est-ce que vous ne mettrez pas aussi des moyens en place pour travailler aussi avec cette personne raciste, au lieu de travailler toujours avec la victime du racisme? Voilà, c'est ça ma question. À l'interculturalité, s'ouvrir un peu, donc s'ouvrir dans la société d'accueil, comme vous le disiez, travailler vraiment sur la société d'accueil, sur les institutions, sur les services, sur l'interpellation politique aussi, parce qu'il y a quand même un travail à faire aussi de la part de nos responsables politiques pour que cette situation ne perdure pas. Et donc oui, il y a tout un travail qui est mené, donc on ne l'a pas développé aujourd'hui, parce que l'accent c'était vraiment sur l'entrepreneuriat du point de vue des personnes, mais il y a vraiment un travail qui est fait, mais je vois qu'Astéry veut... Alors, on reçoit en grande partie les situations individuelles des personnes victimes de discrimination. Et donc, la première chose qu'on fait, effectivement, dans notre pratique, c'est de prendre contact avec la personne qui est mise en cause, si on peut dire ça comme ça, pour voir si est-ce que c'est une personne qui manque d'information, ou est-ce qu'il faut l'informer, est-ce qu'elle est de bonne composition ou pas, elle a envie de régler la situation ou pas. Et en fonction de ça, on revient vers la personne qui nous a contactés, qui nous demande, et on va voir comment on va faire une conciliation. On parle nous des solutions négociées. On ne va pas parler de médiation parce que ça c'était notre travail. En sachant qu'il y a une personnalité juridique, on peut aller au tribunal à côté de la personne de discrimination. Mais il faut savoir que il y a certains qui ne sont absolument pas intéressés. Je pense à l'entreprise de Ferrel. On les a contactés, ils nous ont envoyé et on a dû aller au tribunal. Ils ont perdu parce qu'en fait, ils avaient mis une affiche parce que voilà, engage ouvrier, ni marocain ni turc. Des panneaux sur le terrain. On les a contactés, ils ont dit on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Donc ça a fini au tribunal. Ils ont perdu, et ils ont insisté jusqu'au niveau européen, ils ont perdu. Donc, des gens comme ça, on ne sait pas faire grand-chose. Sur la mur, c'était plutôt, il y a 3 ans, un propriétaire qui avait décidé qu'il ne louait pas ni aux gens qui sont SPS, ni ceux qui sont au chômage. Et on l'a interpellé, et lui, il a carrément appelé les journaux pour dire, écoutez, la police doit la penser, qu'est-ce qu'elle en veut, et tout. Ça a fini au tribunal, il a perdu. Donc, on essaye, mais tout le monde n'est pas de bonne composition. Il y a des personnes qui ne sont pas informées ou qui ne réalisent pas les propos qu'ils mettent dans une annonce et après qui rectifient les choses. Mais il y en a d'autres, on ne sait pas faire grand-chose pour eux. Au fait, voilà, je pense que c'est une belle conclusion pour la réponse à cette question. Alors, je vais commencer donc par revenir sur les propos qui ont été évoqués par les différents intervenants. Donc ici, par exemple, Madame Bemba, dans son témoignage, a parlé de la nécessité d'ouvrir des crédits temps et des chèques formation
Elle a posé la question justement de l'agrément. Ensuite, je pense que c'était Monsieur So qui a parlé de une importance de faire de l'outsourcing, donc d'avoir une collaboration entre le pays d'origine et le fait que ça peut renforcer le tissu économique là-bas pour diminuer un peu la tension migratoire qu'il peut y avoir ici. Et donc, tout ça c'est mis en place pour favoriser donc, tout ce qui est collaboratif. Je pense que il a été dit lever le rideau, aller vers l'autre. Madame Benoît de Sissi rappelait aussi la difficulté qui est apparemment depuis des années et sur lequel le CAI travaille depuis des années pour les personnes issues de la diversité culturelle de faire reconnaître leurs compétences, et ça c'est un peu dommage. Je ne sais pas si au niveau communal il y a une action qui peut être faite au niveau de ces équivalences, je pense que c'est un autre niveau, mais voilà. Alors Michel disait à juste titre qu'il y a un coup d'opportunité qu'on perd à ne pas reconnaître le talent de la diversité au niveau sociétal, par exemple en taxes non reçues, et je pense que j'ai bien aimé aussi la réflexion de quelqu'un qui revenait sur le fait que on a mis en avant l'entrepreneuriat au niveau des personnes étrangères, mais il faut aussi se dire qu'il y a une interculturalité à faire, et quelle que soit la situation professionnelle, qu'on soit en entreprise, comme il y a eu des témoignages, il faut aller vers l'autre et créer cette